Bonjour! Donc, étant donné que je destine ma chaîne à, pas juste à des non-initiés, entre autres, je pense qu'il est important que je fasse une certaine présentation sommaire de ce riche univers. Donc, allons-y! Univers de science-fiction créé par Jane Roddenberry. Dans le fond, la franchise comporte 13 films en comptant les reboots et 7 séries en comptant la nouvelle série Discovery et la série animée. J'ai tellement hâte de voir Discovery! Je vais voir Star Trek à la TV pour la première fois! En plus de tout ça, la série aborde différents thèmes très variés et souvent controversés. Donc, par exemple, la paix, la guerre, le racisme, le sexisme, les différences, le capitalisme, la lutte des classes, l'impérialisme, l'autoritarisme, les droits de l'homme, le rôle de la technologie, l'environnement, allant même jusqu'à l'histoire, à l'évolution, aux religions et croyances, plusieurs thèmes interpersonnels, et bien sûr, le fameux principe de non-intervention, duquel je vais parler tantôt. D'expliquer les différentes séries, les résumés, dire quelques caractéristiques de chacune. Il y a quelques petites choses qu'il faut expliquer qui sont assez importantes pour comprendre de quoi je parle dans mes vidéos en fait. La première chose dont il faut que je parle, c'est la Fédération des Planètes Unies ou tout simplement Fédération. Dans le fond, c'est une organisation d'alliance interplanétaire basée principalement sur des idéaux, des principes moraux communs. Les membres de la fédération partagent les ressources, les connaissances, les découvertes afin de s'entraider et d'avancer plus rapidement. Donc, dans le fond, la fédération, c'est un peu la base de l'idéalisme de Star Trek. C'est de là que viennent tous les trucs d'acceptation, d'entraide, ce genre de trucs-là. Ça vient tout de là. Donc, la fédération, c'est un bout très important pour bien comprendre l'univers de Star Trek. Deuxième chose à préciser, qu'est-ce que c'est que Starfleet? Starfleet, c'est l'organisation d'exploration et de défense de la Fédération. C'est dans ce milieu-là un peu inspiré par l'organisation militaire que les personnages évoluent. Tu sais, il y a les grades enseigne, lieutenant, lieutenant-commandeur, capitaine, amiral. Organisation plus militaire, là. Il y a aussi plusieurs divisions. Donc, il y a le QG ou Starfleet Division, il y a la division des opérations, tactique, sécurité, ingénierie, scientifique, recherche et développement, communication, médicale, renseignement, et bien sûr, l'Académie de Starfleet qui forme tous les cadets et dans le fond, pour devenir les officiers de Starfleet, il faut être cadet en premier, puis les cadets sont dans l'académie de Starfleet. Donc l'académie reste très importante aussi. Bon. D'ailleurs, des reboots, on rencontre les personnages, les personnages principaux pendant qu'ils sont encore à l'académie. Donc c'est une des différences qu'on a avec la série, une des nombreuses différences qu'avec la série originale. Parce que le reboot, c'est la série originale, hein? Mais genre, ligne temporelle différente. Puis t'as Spock qui est rendu dans la... T'as deux Spock, parce que qui est rendu dans la ligne temporelle. Hein? Voyez? Pour terminer, Starfleet, donc le truc de l'organisation d'exploration et de défense, est régi par 24 directives. Il y a aussi une 25e directive,
mais secrète, puis seulement les officiers la connaissent, et rendu là, on rentre un peu dans les détails que, cette vidéo, basta, on s'en bat les steaks, voilà, on s'en bat les steaks en ce moment! Donc, Starfleet est régi par 24 directives, dont la directive première, dont on entend très souvent parler. Donc, je vais vous l'expliquer parce que il va souvent être question de la directive première, probablement. Très souvent. Donc, la directive première consiste à ne pas interférer dans le développement des autres espèces de l'univers tant qu'elles ne sont pas parvenues à la vitesse supralumique. Et à ce moment, la Fédération n'intervient pas tant et aussi longtemps que l'espèce en question n'a pas demandé d'aide, quoi. Beaucoup d'épisodes, toutes séries confondues, tournent autour des conséquences du non-respect ou du respect de la directive première. Dans le fond, cette directive nous fait souvent poser certaines questions qui s'appliquent de nos jours sur Terre. Des questions sur le principe de non-intervention des États. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bien? Quelles conséquences que ça engendre? Dans le fond, ça porte à réfléchir sur ce sujet-là. C'est très rare, en fait, que les épisodes vont se prononcer sur ce sujet-là. C'est vraiment pour réfléchir à propos de ce sujet-là. Et je vais probablement faire une vidéo pour parler uniquement de ce sujet-là, étant donné que c'est très riche dans Star Trek, ce sujet-là. Avant d'expliquer c'est quoi les différentes séries, leurs caractéristiques et tout, il faut que je fasse un dernier petit truc! Oui, je sais, ça devient chiant. Donc, j'ai juste présenté certaines espèces, des espèces alliées importantes ou des espèces ennemies récurrentes aussi. Donc, commençons par quelques espèces alliées. J'ai bien dit quelques, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais pas citer les genres sans espèces différentes qu'on a rencontrées. Donc, je vais en citer 2, 3, quoi, peut-être 4. Je vais pas citer beaucoup. Commençons par les Andoriens. Les Andoriens sont dans les premiers membres de la Fédération, c'est littéralement des membres fondateurs de la Fédération, et avant la fondation de la Fédération, ils ont très longtemps été un peu en conflit, si on veut, avec les Vulcains. C'est tout ce qu'on voit on le voit dans Enterprise. C'est pour ça que je dis Enterprise, c'est pour ça que je dis qu'Enterprise, c'est intéressant. Hein. Donc, dans le fond, les Andoriens sont bleus pâles, voire pastel, c'est ça. Sont bleus pâles, voire pastel. Ils ont les cheveux blancs. Et ils ont des petites antennes. Ils ont des petites antennes articulées. Puis si l'antenne est coupée, elle repousse. Donc, voilà. Bon, donc, en voilà un. Voilà. Regardez-le bien. Regardez-le bien. C'est fini! Donc, continuons avec les Vulcains, qui sont aussi un membre fondateur de la Fédération. Dans le fond, les Vulcains sont très semblables aux humains. Ils ont les mêmes couleurs de peau. Il y en a qui ont des couleurs plus asiatiques, qui ont des beiges, il y en a des noirs, voilà. Donc, à ce niveau-là, ils sont quand même semblables aux humains au niveau de cette apparence-là. Mais ils sont beaucoup plus grands que les humains généralement. Genre, les femmes vulcaines font minimum 1m70 et les hommes, je pense, c'est 1m80 minimum. Donc, ils sont plutôt grands. Puis ça, c'est le minimum. Hein? Le maximum, c'est encore plus grand. Donc, ils sont très grands. Ils ont des oreilles plus pointues. Hein? Oui, ça, c'est un signe d'oreille pointue. Je sais, ça fait pitié. Ils ont le sang vert, puisque leur sang n'est pas composé à base de fer comme nous, mais composé à base de cuivre. Oui, du cuivre. C'est de la peau d'animal. Donc, leur sang est fait à base de cuivre. Donc, c'est pour ça qu'il est vert. Et dû au climat différent de la planète Vulcain, ils sont beaucoup plus forts, sont plus endurants, ils résistent mieux au manque d'oxygène et ont un bien meilleur ouïe que nous.
Donc, c'est un peu ce qu'on considère comme des surhommes. Oui. En plus, c'est une espèce hautement logique. Eux, ils prônent la logique. Parce que sans la logique, leur peuple se serait littéralement autodétruit. Donc, pour eux, c'est sûr que la logique est très importante. Donc, voilà. Puis en plus, ils ont certaines aptitudes télépathiques. Donc, ils sont très forts, puis ils sont très utiles souvent dans les histoires. Donc ici, on a Spock de la série originale, le Vulcain auquel on pense en premier. Ici, on a Sarek, le père de Spock dans la série originale, et on le voit dans Next Gen aussi. Ici, on a T'Pol de la série Enterprise, souvent considéré comme un sex symbole par certains. Ici, on a Tuvok de la série Voyager, que Nelix appelle Monsieur le Vulcain ou Monsieur Vulcain. Les Bajorans sont un peuple très ancien. On était au début de notre civilisation, qu'eux, ils étaient déjà quand même très très avancés, donc c'est très ancien. Mais ils restent très semblables aux humains. Dans le fond, ce qui les différencie le plus des humains, c'est qu'ils ont des petites crêtes entre les yeux puis au début du nez. C'est des petites crêtes osseuses, là. Oui, puis son nom, ils ont un cerveau à 3 lobes. C'est tout. Voilà, c'est les différences qu'il y a avec les humains. Comme j'ai dit, ils sont très semblables aux humains. Dans le fond, à un moment, les Cardassiens ont pris possession de leurs ressources et leur planète, mais certains ont monté des coalitions pour se battre contre eux. Et je les trouve intéressantes à cause de ça, sincèrement, genre. Bon, donc ici, on a Kira Nilis de la série Deep Space Nine, une Bajorane. Avec les Ferengi. C'est pas mon espèce préférée. Ils sont spéciales. Il y a pas de quoi à Star Trek. Mais c'est très loin d'être mon espèce préférée. Ils sont pas mal là pour être détestés, mettons. Les Ferengi ont une culture basée sur le profit. Leur rang social est déterminé par leur fortune. En plus, déjà que l'argent, c'est pas dans mes valeurs premières, maintenant. Ils sont misogynes. Les femmes n'ont pas le droit de porter de vêtements. Ils sont considérés comme la marchandise, quasiment. Donc c'est très très misogyne aux yeux de la Fédération qui considère les femmes et les hommes comme réellement égaux. Dans le fond, ils se tiennent un peu courbés comme ça, ils ont une peau un peu orangée comme les douchebags qui se mettent trop d'autobronzant, tu vois le genre, oui, bon. Ils ont des dents très pointues, parce que dans le fond c'est des insectivores, donc ça vient de là. Et ont de très très grandes oreilles qui possèdent une zone érogène sur leurs oreilles. La zone érogène sur les oreilles est moins grande sur les oreilles des femmes Ferengi que sur les oreilles des hommes Ferengi. Mais c'est ça, tu touches pas une oreille de Ferengi. En tout cas, moi, c'est pas mon truc. Bon, sinon, ils ont aussi un front séparé en deux et un cerveau de 4 lobes, ce qui les rend totalement hermétiques au pouvoir télépathique des Vulcains et des Bétazoïdes. Donc ici, on a Quark de la série Deep Space Nine, un Ferengi. Et ici, on a Donald Trump Ferengi. J'ai jamais autant ri qu'en voyant cette image. Ça me fait très 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 rire. La transition entre alliés et ennemis, je vais parler des Klingons, étant donné que dans la série originale, les Klingons sont des très grands ennemis de la Fédération. Mais pendant les films de la série originale, il y a un traité de paix qui se crée et les Klingons deviennent plus des alliés. Malgré que il y a des préjugés qui restent, il y a encore des petites frictions, mais ils sont plus des alliés à partir de ce moment-là. Donc, c'est un bon moyen de faire la transition. Wow! Transition! Wow! C'est une espèce particulièrement guerrière. Ils ont une forte musculature et dans le fond, ils sont créés pour ça en fait, ils sont vraiment faits. Ils ont une peau brune, des arêtes osseuses sur le front, ils ont 2 foies, 2 cœurs à 8 chambres et plusieurs estomacs, ce qui fait qu'ils résistent très bien aux blessures graves. Et c'est aussi pour ça qu'ils connaissent mal leur physiologie. Eux, tu meurs ou tu vis, puis c'est pas mon problème, quoi. Et aussi, il y a un très, très fort sens de l'honneur. L'honneur, pour eux, c'est vraiment important. C'est important pour eux de mourir avec honneur. Et vu que c'est une culture guerrière, bah,
pour mourir en se battant. Hein. Mais c'est ça, ils sont assez fascinants en fait. Ils sont souvent représentés comme étant un peu, pas lourds, mais un peu sauvages. Mais leur sens de l'honneur les rend particulièrement intéressants selon moi. Donc ici, on a des Klingons de la série originale parce que le look des Klingons a beaucoup changé au fil des années. Donc ça, c'est vraiment à la fin des années 60 dans la série originale qu'il y a ces Klingons-là. Ici, on a un Klingon du film basé sur la série originale. Ici, on a Worf de la série Next Gen, qui est un des Klingons les plus connus. Et ici, on a Belena Torres de la série Voyager, qui est mi-Klingon, mi-humaine. Les Q, c'est pas tant des ennemis, mais c'est pas tant des ennemis. Les Q sont juste étranges. Les Q sont issus d'une dimension parallèle et peuvent contrôler le temps, la matière, l'espace, tout le kit. Donc voilà, puis on sait qu'ils vivent dans le continuum Q, et c'est pas mal ça. Puis dans Voyager, t'en as un qui veut se reproduire avec Janeway. Voilà, c'est ça les Q. Ils sont un peu conservateurs aussi, on voit ça dans Voyager, ils sont un peu conservateurs. Oui. Ça, c'est pas le genre de truc qu'on trouve sur Internet, c'est mon interprétation personnelle, mais sincèrement, j'y trouve un peu conservateur. Bon, ici, on a Q avec Picard en mariachi, donc voilà. Et ici, on a Q avec Janeway qui l'emmerde bien profondément. Là, on rentre dans les vrais méchants. Dans ceux qui ont été présents dans toutes les séries, et dans toutes les séries, ils étaient méchants. Là, on va parler des Romulanais. Les Romulanais, c'est des anciens Vulcains qui ont rejeté certains enseignements et certains principes vulcains pour aller s'exiler sur la planète Romulus. Pour eux, ils ressemblent beaucoup aux Vulcains. Ils ont des cheveux noirs, raides, sont très grands. Ben, ils sont un peu plus petits, mais ils sont quand même relativement grands. Ils ont les oreilles pointues, mais ils ont les oreilles un peu moins. Oui, ça, c'est un signe d'oreille pointue. Ils ont les oreilles un peu moins pointues que les Vulcains. Dans le fond, ils ont aussi des crêtes osseuses qui ont poussé sur leur front avec l'évolution, quoi. Comme les Vulcains, ils ont surmonté une bonne partie de leur violence qui a failli détruire les Vulcains. Et c'est un peu plus fourbe, ce genre de truc-là. C'est pas le genre de personne que t'invites à souper chez toi. Mais ils restent quand même relativement intéressés. Donc, voici des Romuliens. C'est un peu l'image qu'on se fait des Romuliens. Ça, c'est des Romuliens de la série originale avec l'uniforme un peu étrange. Ça, c'est une Romulienne avec Spock de la série originale. Ici, on a un Romulien du reboot. Donc, voilà à quoi ressemblent les Romuliens dans le reboot. Et ici, on a un Romulien de la série Voyager qui a été très intéressant. Une espèce qui est pas tant présente dans toutes les séries, mais quand même. Donc, j'ai parlé du Dominium. C'est une puissance galactique ennemie à la Fédération. Ils sont contrôlés par les métamorphes. Ceux qui s'occupent de l'administration sont les Vortas et l'Union Cardassienne en fait partie. Donc, voici un Vorta. Et ici, on a Odo de la série Deep Space Nine qui est un métamorphe, mais lui, il fait pas partie du Dominion. On va parler des Cardassiens. Ici, par Cardassiens, on parle pas des Kardashians avec leurs fausses fesses, leurs fausses lèvres et tout leur maquillage. Hein. Non, non, on parle des Cardassiens, le genre que non, tu veux pas avoir dans tes magazines, le genre que tu veux pas recevoir à souper, le genre un peu sauvage. On parle pas des mêmes Kardashians ici, hein. On parle pas des sœurs Kardashian qui font une télé-réalité puis qui s'engueulent, puis que la plus jeune essaie de ressembler aux plus vieilles, puis je comprends pas. Les Cardassiens, c'est une espèce qui a pas toujours été ennemie avec la Fédération. Il y a eu un traité de paix et tout, donc ils sont pas supposés d'être ennemis. Il y a des organisations qui continuent de combattre les Cardassiens. Ils s'appellent les Maquisards. On en voit beaucoup dans Voyager, parce que, en tout cas, je vais pas tout expliquer, mais c'est ça, il y en a quand même pas mal dans Voyager.
Donc les maquisards, c'est vraiment des rebelles, c'est des criminels sont considérés comme des criminels qui ont continué de combattre les Cardassiens. Des gros malades sadiques. Dans le fond, ils ont une excroissance sur le front et 2 crêtes ici au niveau du cou. Ils ont l'air d'avoir une peau un peu écailleuse. Ils ressemblent vraiment à des reptiliens, mais pourtant c'est des humanoïdes et non des reptiliens. Ils sont très résistants aux drogues ou à l'alcool. Et dû aux enseignements qu'on donne aux enfants cardassiens, ils ont tous, la plupart ont une mémoire très photographique et une très grande attention aux petits détails. La famille et la gloire de l'État, dans cet ordre-là, sont au centre de la culture cardassienne. Donc ici, on a Gul Dukat, qui est un Cardassien, un méchant dans Deep Space Nine. Et ici, on a une Kardashian transformée en Cardassien. Ça m'a beaucoup fait rire. On va terminer avec une espèce spéciale, disons. On va parler des Borg. Les Borg, c'est des humanoïdes qui ont été assimilés de force. Oui, mais c'est vraiment de force qui sont assimilés, c'est très sauvage. Et on a remplacé certaines des fonctions corporelles par des implants cybernétiques. Donc c'est vraiment un mix robot-machine. Donc pour vrai, c'est vraiment fou. Les Borg sont très puissants. Dans le fond, tout ce qui est digne d'intérêt selon eux, ils les assimilent. Oh, t'as une technologie qui a l'air intéressante? Je t'assimile. Plus fort que la moyenne? Je t'assimile. Oh, t'as découvert comment faire ça? Je t'assimile. C'est comme ça que fonctionnent les Borg. Eux, c'est comme ça qu'ils font leur découverte. Ils assimilent. Puis, avec toutes les assimilations, plus ils peuvent faire d'autres découvertes. Donc, ils sont très technologiquement avancés. Et en plus, ils sont un peu conçus pour faire la guerre. Genre, c'est ça, eux, la guerre, pour eux, la guerre, c'est juste pogner du monde, les assimiler. Puis si tu me combats, on va essayer de t'assimiler. Voilà. Donc, les Borg, ça fonctionne par collectif. Il y a des implants cybernétiques qui sont implantés dans le crâne pour communiquer par télépathie, principalement. Dans le fond, ils n'ont pas besoin d'utiliser la communication verbale, qui est considérée comme moins efficace, parce que l'efficacité, c'est très important pour les Borg. Donc, c'est pas assez efficace, donc ils communiquent par télépathie. Et là-dessus, il y a la reine des Borg, qui est vraiment comme une reine d'une ruche d'abeilles, en fait, qui contrôle le tout. Donc, et elle contrôle un collectif, c'est le collectif Borg. Et dans ce collectif, l'individualité n'existe pas. Tu n'as pas droit à ton individualité. En fait, quand il t'assimile, il supprime les souvenirs qui pourraient te faire rappeler qui tu es, puis qui pourraient faire vouloir que tu te rebelles. Donc, tu n'as aucun souvenir de quitter. Pour toi, tu es juste un drone, parce que les Borg sont appelés des drones. Un drone Borg, et tu existes pour servir la collectivité. Et si tu es endommagé ou rendu dangereux, tu es programmé, oui, c'est rendu programmé, rendu là, tu es programmé pour t'auto-désactiver. C'est ça, les Borg. Les Borg, il y en a dans Next Gen, particulièrement dans le film. Il y en a beaucoup. Ils sont très présents dans Voyager. J'aimerais tellement badass avec eux. J'aime Genway. C'est ça. Les Borg sont assez fun. Fun dans le sens que tu t'amuses avec. Ils sont le fun parce qu'ils sont intéressants à regarder. Mais tu veux pas rencontrer un Borg dans ta vie. Mais vraiment pas. Parce qu'ils sont conçus. Certains de leurs bras, des fois, sont remplacés pour être plus puissants. Tu veux pas rencontrer un Borg. Un Borg, non. Non, je préfère pas rencontrer de Borg dans ma vie, définitivement pas. Donc ici, on a la reine Borg avec Picard dans un des films basés sur Next Generation. Ici, on a la reine Borg de Voyager. Je trouvais intéressant de montrer sa physiologie Borg, en fait. Ici, on a un groupe de Borg, tout ce qu'il y a de plus normal pour des Borg, parce que des Borg, c'est pas dans notre normalité. Ici, on a Seven of Nine, une Borg importante de la série Voyager, qui a été désassimilée. Et la voici désassimilée. C'est exactement la même fille que tantôt. Oui, je le confirme. Oui. Maintenant, on va parler de où tout a commencé. De la série originale. Diffusée le 8 septembre
1966. La série a juste eu 3 saisons, soit 79 épisodes. Rien n'aurait pu laisser croire que 50 ans plus tard, il y aurait des nouvelles séries liées à ça, des nouveaux fans, des nouveaux films. Il n'y a rien qui laissait imaginer ça. Mais pourtant, c'est ce qui est arrivé. L'épisode pilote de Cage met en scène le capitaine Christopher Pike, numéro 1, qui est le second, une femme, et Monsieur Spock, entre autres. L'épisode a été rejeté puisque considéré comme étant trop cérébral, et de plus, certains disaient qu'une femme dans un rôle de commande était trop irréaliste, comme ils disaient. Voir une femme dans un rôle de commande était trop irréaliste, selon eux. Donc, puisque l'épisode a été rejeté, ils ont décidé de tout changer l'équipage, excepté Spock et un autre rôle moins important, on s'en fout un petit peu au final, je pense qu'on le voit genre dans saison 1, puis basta, il n'existe plus. Donc voilà, on a gardé Monsieur Spock seulement, et les producteurs n'étaient pas sûrs de vouloir le garder à cause de ses petits airs sataniques. Quoi? Il y a des oreilles pointues, puis des sourcils droits, donc c'est Satan. Pour accompagner Spock, on a ajouté un capitaine, un peu émotif, mais courageux et très respecté, James T. Kirk, un chef ingénieur brillant et passionné, Montgomery Scott ou Scotty, un pilote hors pair et souriant, Monsieur Sulu, un officier des communications brillante, rusé et afro-américaine, Nyota Uhura, un médecin de bord un peu cynique et râleur, Leonard McCoy. Et à la deuxième saison, on a ajouté un navigateur fidèle, impulsif et russe, Pavel Chekhov. Le tout se passe pendant une mission de 5 ans visant à explorer une partie plutôt réduite de la Voie lactée à bord de l'Enterprise, où l'équipage fera face à de nombreuses formes de vie inconnues et beaucoup de dangers. Je crois qu'il est important de parler du personnage d'Uhura. La présence de ce personnage est symboliquement très importante. En effet, c'est une actrice, c'est un des premiers personnages afro-américains non stéréotypés présents à la télévision américaine. En plus, elle a des fonctions très importantes à bord de l'Enterprise, qui est un des vaisseaux les plus importants de la Fédération. En plus, pendant la saison 3, il y a ce qui est considéré comme étant le premier baiser interracial entre une afro-américaine et un blanc, donc entre Uhura et Kirk, qui a fait parler à l'époque. Ça a fait parler. Un autre élément que je voudrais aborder aussi, à bord de l'Enterprise, après la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide, un Américain, un Japonais et un Russe travaillent dans la joie et l'amitié. C'est beaucoup. C'est bien. C'est extraordinaire. J'adore ça. J'adore. Après la fin de la série originale, il a fallu attendre 10 ans pour avoir le droit de voir le premier des 6 films basés sur la série originale. Pendant la production et la diffusion de ces films-là entre 1979 et 1991, on a eu le droit à une nouvelle série, The Next Generation ou La Nouvelle Génération, qui a commencé en 1984. Cette série-là a eu 7 saisons pour 178 épisodes. Dirigée par le capitaine Jean-Luc Picard, c'est aussi une mission d'exploration. Dans l'équipage, il y a aussi un androïde et un Klingon, Worf. Le tout se passe 100 ans après la série originale. Après la série, en 1994, 4 films basés sur la série Next Generation sont sortis, dont un où on peut voir aussi des personnages de la série originale. Je vous en dis pas plus. Allez les voir, je vous en dis pas plus. Non. Ces années-là ont été très productives pour la franchise Star Trek. En effet, pendant la diffusion de Next Generation,
la Deep Space Nine est venue chevaucher tout. Et ensuite, Voyager est venu chevaucher Deep Space Nine. Et juste après Voyager, il y a Enterprise qui a commencé. Donc, c'est quasiment l'âge d'or, si on veut. J'aurais aimé vivre dans ces années-là. Oh my god, j'aurais aimé ça. Il y avait tout le temps du Star Trek à TV, tout le temps. Le paradis, je dis. OK, le paradis. 93 et 99, il y a eu la série Deep Space Nine de 7 saisons ou 176 épisodes. Le concept de cette série-là est un petit peu différent des autres. Ça se passe pas à bord d'un vaisseau spatial, oui, il y a de l'exploration, mais ça se passe pas à bord d'un vaisseau spatial. Ça se passe à bord d'une station spatiale, la station du même nom, Deep Space Nine. La station est en orbite autour de Bajor, qui était occupé par les Cardassiens auparavant. Les Cardassiens sont des ennemis plutôt récurrents pendant ces années-là. Benjamin Sisko est chargé de diriger cette station. Au début de la série, ça commence à son arrivée, en fait. Le type de narration est aussi un peu différent du reste, parce que, en effet, c'est pas juste des petits épisodes qui se suivent plus ou moins. C'est vraiment des intrigues qui s'entremêlent, qui chevauchent, tu sais, des nœuds, vous voyez le genre. De plus, c'est aussi une série un peu plus politique que les autres, ce qui me déplaît pas. Moi j'aime ça. Il y en a que ça déplaît, moi j'adore. J'adore. C'est pas tant politique que ça non plus, selon moi. Hein? Mais bon. La série Deep Space Nine, c'est là où on peut dire qu'il y a le plus de variété niveau espèce. À bord, il y a bien sûr des humains, des personnes qui viennent de la planète Trill. Je sais pas comment on les appelle en fait. Sérieusement, moi, ils viennent de la planète Trill, et voilà. Il y a aussi Worf. Oui, le Klingon, qui était dans Next Generation. Il est rendu dans Deep Space Nine, rendu là. Il y a des Ferengi. Il y a des Bajorans. Évidemment, c'est autour de leur planète. Et il y a même un métamorphe. Entre 1995 et 2001, on a eu le droit à une autre série, la série Voyager. J'adore cette série. En plus, c'est tellement le capitaine le plus badass. Je l'adore. Je l'aime. Sincèrement, je l'aime. Ben, le concept de cette série-là est un peu différent. Pas autant que Deep Space Nine, mais quand même. Le capitaine, c'est une femme. C'est le premier capitaine féminin qu'on voit. Puis c'est Janeway. Moi, j'aime Janeway. OK? Janeway est badass. Dans le fond, c'est une des séries les plus féministes à laquelle on a eu droit à la télévision, je dirais. Dans le fond, tout commence quand ça devait être une mission presque de routine, dans le fond, pour le capitaine Janeway. Son vaisseau est catapulté à 75 000 années-lumière de la Terre, soit dans le cadran delta, inexploré. Théoriquement, le voyage prendrait 75 ans à faire. Donc son but, c'est un peu de raccourcir le voyage pour rentrer sur Terre avant de mourir. Oui, c'est avant de mourir. Tout de suite après Voyager, en 2001, genre peut-être moins de 6 mois après la fin de la série Voyager, la série Enterprise a commencé et a fini en 2005. Donc c'est une série de 4 saisons pour 98 épisodes. Elle a eu un petit peu moins de succès. Un tout petit point. Mais bon, cette série retrace le début de la Fédération. Donc, moi je la trouve particulièrement intéressante, surtout pour les fans ou pour seulement ceux qui s'intéressent au début des choses, ce genre de trucs-là. Je vais pas vous le cacher, c'est une des séries qui est moins appréciée, mais moi je l'aime quand même. OK? Elle est bonne pareil. Écoutez pas les autres. Écoutez pas les autres. Non. Voilà! C'était une petite vidéo sur les bases de la franchise Star Trek. Question qu'on parle le même langage. Donc, à une prochaine vidéo, je l'espère! Les
Arrête! Tiens ça, toi. Non! Non, ça marchera pas. Ça. J'en pas une partie de mon texte. Bon, on s'en fout. Dans le fond, ils ont un teint, ils se tiennent... Non, on va recommencer ça. Ce qui les rend totalement hermétiques au pouvoir télépathique des Vulcains et des... Ce qui les rend totalement hermétiques au... Ce qui les rend totalement C'est-tu que c'était de cette phrase-là? Et, dans le fond, c'est ça. Présent dans mon texte. Y a-tu du scotch tape ici? J'ai trouvé du scotch tape. Je pense que j'en ai mis là. Il est là. Je fais du scotch tape. Ah, colline de scotch tape de ma... Plus de problème. Ok. Parce qu'ils considèrent comme des gros malades racistes. Pas racistes, des gros malades sadiques. Mais il y a Oh, il a défi... Contre... Donc, pendant... On recommence. On recommence. Colin, j'ai encore me cogner. Deep Space Nine qui est venu chevaucher Next Generation. Et The Voyager qui est venu. Et The Voyager qui est venu. On recommence ça. Après The Voyager qui a chevauché. Venu chevaucher le tout. Et après, Voyager est venu chevaucher. Deep Space Nine est venu chevaucher. C'est-tu que c'était de cette phrase-là? C'est... En plus, c'est le... Voilà! Je pense que je suis allée trop L'autoritarisme, bon! Yes! Qui a débuté en